Le 5 août 2019, dans la paisible ville d'Asheville, en Caroline du Nord, un jeune couple, Daniel Carter et Emily Roberts, a célébré le début de sa nouvelle vie à deux. Ils venaient de se marier lors d'une cérémonie intime en présence de leurs proches. Le mariage a eu lieu dans un cadre champêtre, aux abords de la ville, entouré de collines ondulantes et d'un ciel d'été ensoleillé. Pour beaucoup de ceux qui les connaissaient, Daniel et Emily semblaient faits l'un pour l'autre. Ils étaient ensemble depuis près de 2 ans et, de l'extérieur, leur relation paraissait stable et amoureuse. Daniel, âgé de 32 ans, travaillait comme chef de chantier. Il était connu pour son calme, son sens des responsabilités et sa capacité à rarement montrer de la colère ou de la frustration. On le décrivait comme discret mais bienveillant. Emily, âgée de 29 ans, travaillait comme graphiste indépendante. Elle avait déménagé à Asheville 4 ans auparavant et s'était rapidement bâti une carrière florissante en travaillant à domicile. Pour ceux qui la rencontraient, Emily était amicale, créative et toujours pleine de vie. Ils s'étaient rencontrés grâce à une application de rencontres en ligne. Fin 2017, Daniel et Emily se sont rencontrés et ont sympathisé grâce à leur passion commune pour les voyages, la randonnée et l'art. Leur relation a rapidement évolué et fin 2018, Daniel a demandé Emily en mariage. Elle a accepté sans hésiter et peu après, ils ont commencé à planifier leur avenir ensemble. Durant leur relation, Daniel pensait tout savoir d'Emily. Elle lui racontait des histoires sur son enfance, ses difficultés à déménager dans une nouvelle ville et ses rêves d'avenir. Cependant, Emily gardait un secret, un aspect de son passé qu'elle croyait à jamais révolu. Emily était une femme transgenre assignée homme à la naissance. Elle avait effectué sa transition complète au début de la vingtaine, achevant sa transition sociale et médicale avant de s'installer à Asheville. Dans sa nouvelle vie, elle parlait rarement de son passé, préférant vivre discrètement. Pour elle, il était important d'être perçue simplement comme elle-même. Lorsqu'elle a rencontré Daniel, Emily a ressenti une connexion plus forte que toutes celles qu'elle avait connues auparavant. À mesure que leur relation devenait plus sérieuse, Emily luttait intérieurement contre ce sentiment. Elle hésitait à lui parler de son passé. Chaque fois qu'elle pensait à révéler la vérité, la peur l'en empêchait. Elle craignait qu'il la quitte ou pire, qu'il réagisse avec colère ou violence. Finalement, elle se convainquit qu'il valait mieux ne rien lui dire du tout. Au moment de leur fiançailles, Emily avait enfoui le secret profondément en elle, se promettant que son amour pour Daniel et leur avenir ensemble était assez fort pour laisser le passé derrière eux. Après le mariage, Daniel surprit Emily avec un voyage de noces. Ils avaient prévu une semaine de vacances à Blue Ridge Mountains, un endroit qu'Emily avait toujours rêvé de visiter. Le couple s'installa dans un chalet confortable le 7 août, impatient de passer des jours paisibles en pleine nature, loin du bruit du monde. Aucun d'eux ne se doutait qu'en quelques jours seulement, le magnifique refuge de Blue Ridge deviendrait le théâtre d'un crime choquant et tragique, un crime qui plongerait une ville dans l'incrédulité et une famille en quête de réponse. Tout avait commencé par l'amour, mais tout finirait dans la violence. Le matin du 8 août 2019 commença comme n'importe quel jour normal pour Daniel et Emily. Le soleil se leva doucement sur les montagnes Blue Ridge, peignant le ciel de douces teintes, orange et rose. Leur chalet, situé près d'un sentier tranquille, à l'extérieur de la petite ville de Blowing Rock, était paisible et intime, exactement ce qu'ils souhaitaient. Pour leur lune de miel, Emily se leva tôt et prépara le petit déjeuner. Des œufs brouillés et des toasts, tandis que Daniel préparait du café. Ils mangèrent ensemble sur la terrasse en bois du chalet, profitant de elle. Air vif de la montagne et du chant des oiseaux au loin. Emily semblait heureuse et détendue, vêtue d'un pull léger par-dessus son pyjama, tandis que Daniel consultait son téléphone, vérifiant ses messages professionnels, même s'il s'était promis de ne pas le faire. Ce jour-là, ils avaient prévu de randonner sur l'un des sentiers environnants et de dîner plus tard dans un petit restaurant en ville. Après le petit déjeuner, ils préparèrent leur sac à dos avec des encas, de l'eau et un appareil photo. À 10 heures, ils étaient sur le sentier, main dans la main. Ils riaient et s'arrêtaient souvent pour prendre des photos du paysage. Pour tous ceux qui les observaient, ils semblaient former un couple parfaitement normal, profondément amoureux. Ils parlaient de leurs projets d'avenir, acheter une maison, avoir des enfants, voyager en Europe. Le sourire d'Emily ne la quittait pas. Pour la première fois depuis longtemps,
elle se sentait en sécurité, comme si son passé était enfin loin derrière elle. Mais Daniel se comportait différemment depuis le mariage. Émilie avait remarqué des moments de distance où il semblait plongé dans ses pensées, la fixant d'un regard qu'elle ne comprenait pas toujours. Parfois, il lui posait des questions étranges sur ses anciens amis, son adolescence, et même sur les médecins qu'elle avait consultés avant de déménager à Asheville. Émilie avait mis cela sur le compte de la curiosité normale d'après-mariage, mais au fond d'elle, elle sentait une petite peur grandissante. Ce soir-là, après le dîner en ville, ils rentrèrent au chalet. La pluie commença à tomber doucement dehors et Émilie alluma des bougies dans le salon pour créer une ambiance chaleureuse. Ils ouvrirent une bouteille de vin. Et ils étaient assis près de la cheminée à parler. À voix basse. À un moment donné de la soirée, Daniel demanda directement à Émilie. « Y a-t-il quelque chose à ton sujet ?»« Je ne sais rien d'important, » répondit-il. Émilie se figea un instant, son cœur s'emballa, mais elle sourit et secoua la tête. « Non, rien, » répondit-elle en essayant de garder une voix calme. Daniel hocha la tête, mais ne semblait pas convaincu. Le reste de la nuit se déroula dans une conversation polie, mais quelque chose avait changé entre eux. Émilie le sentait pour la première fois. Elle se demanda si Daniel savait quelque chose, ou pire, si quelqu'un le lui avait dit. Le lendemain, le 9 août, Daniel passa une grande partie de la matinée sur son téléphone, sortant pour passer des appels privés. Quand Émilie lui demanda à qui il parlait, il répondit simplement, pour le travail, et changea de sujet. Émilie essaya d'ignorer son sentiment d'angoisse grandissant, se rappelant que ce voyage était censé être une célébration de leur nouvelle vie ensemble. Mais au fond d'elle, quelque chose clochait. Il y avait une tension dans l'air, qui n'était pas là avant la magnifique lune de miel dont Émilie avait rêvé ce qui était, se transformait lentement en autre chose. Quelque chose de plus sombre, elle ne le savait pas encore. À quel point cela allait devenir dangereux. Le soir du 10 août 2019, 3 jours après le début de leur lune de miel, le paisible silence des Blue Ridge Mountains commença à peser plus lourd. Le temps avait changé. De sombres nuages avaient envahi les collines et une pluie continue s'était mise à tomber. À l'intérieur du chalet, Émilie et Daniel étaient assis, de part et d'autre du canapé. L'atmosphère autrefois chaleureuse et romantique entre eux avait maintenant fait place à un silence pesant. Daniel s'était comporté étrangement toute la journée. Il parlait à peine et, lorsqu'il le faisait, ses mots étaient froids et distants. Il évitait son regard. Émilie lui demanda si quelque chose n'allait pas, mais il la repoussa. D'un bref « je vais bien ». Pourtant, il était clair qu'il n'était plus l'homme qu'elle avait épousé une semaine plus tôt. Il semblait disparaître sous ses yeux. Plus tard dans la nuit, alors que la pluie tambourinait aux fenêtres, Daniel s'excusa et alla dans la chambre d'Émilie. Elle resta dans le salon, fixant le feu, essayant de calmer son anxiété grandissante. Elle ne pouvait se débarrasser de l'impression que quelque chose se passait, quelque chose que Daniel lui cachait. Après près d'une heure, elle décida d'aller voir ce qui se passait, mais alors qu'elle s'approchait discrètement de la chambre, elle l'entendit parler au téléphone. Sa voix était basse et grave. « Elle ne me l'a jamais dit, » dit Daniel. « Tu te rends compte? Comment peut-on cacher une chose pareille à son mari ?» Émilie se figea. Son cœur se serra. Elle comprit à cet instant que Daniel savait. D'une manière ou d'une autre, il avait découvert la vérité qu'elle avait gardée secrète. Que quelqu'un de son passé l'ait contacté ou qu'il ait mis au jour des documents ou des messages qu'elle croyait à jamais perdus. Émilie n'en était pas sûre, mais le secret qu'elle avait craint de révéler n'était plus un secret. Elle recula lentement de la porte et retourna au salon. Son esprit était en ébullition. Peur, honte et regret se mêlaient tandis qu'elle tentait de trouver une solution. Devait-elle le confronter? Devait-elle faire ses valises? Et partir, mais ils étaient au milieu des montagnes, à des kilomètres de la ville la plus proche. Il était tard, il faisait obscurité. Elle se sentait piégée. Quelques minutes plus tard,
Daniel réapparut, le visage impassible. Les yeux indéchiffrables. Il s'assit en face d'elle et la fixa en silence. Finalement, il demanda « Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» Les mains d'Émilie tremblaient. Elle hocha lentement la tête. Il était inutile de mentir maintenant. J'allais te le dire, mais j'avais peur, murmura-t-elle. Je ne pensais pas que tu comprendrais. Daniel ne répondit pas. Il se leva simplement et sortit sous la pluie, laissant la porte grande ouverte derrière lui. Émilie resta assise, seule dans la cabane silencieuse, réalisant que son pire cauchemar était devenu réalité. L'homme qu'elle aimait la regardait maintenant comme une étrangère et, au fond d'elle, elle commença à sentir que cette histoire n'était plus une histoire de secret, mais une histoire de survie. Le matin du 11 août 2019, les autorités locales recevèrent un appel inhabituel d'un propriétaire de chalet voisin à Blowing Rock, en Caroline du Nord. Le propriétaire, M. Harold Jenkins, a signalé que ses invités, Daniel et Emily Carter, n'avaient pas quitté les lieux comme prévu. Ces appels répétés au chalet étaient restés sans réponse et leur voiture était toujours garée à l'extérieur, intacte depuis la veille. Inquiet, M. Jenkins a contacté le bureau du shérif du comté de Watauga. Vers 10 heures, 2 adjoints ont été dépêchés sur place pour effectuer une vérification. La pluie de la nuit précédente avait rendu les lieux boueux et silencieux. L'air était plus lourd que d'habitude. À leur arrivée, les agents ont immédiatement remarqué que la porte d'entrée du chalet était entr'ouverte. L'un des adjoints a crié « Bureau du shérif, y a-t-il quelqu'un à l'intérieur ?» Mais personne n'a répondu. Avec prudence, ils sont entrés dans le chalet. À l'intérieur, le calme était étrange. Le salon était rangé, comme si quelqu'un venait de sortir. 2 tasses à café étaient posées sur la petite table près du canapé et un chargeur de téléphone était branché. Le mur et le sac à main d'Émilie reposaient sur le comptoir de la cuisine. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la cabine, ils firent une disco glaçante. Dans la chambre, allongée sur le sol près du pied du lit, se trouvait le corps d'Émilie. Elle avait été étranglée. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune fenêtre brisée et aucune indication de lutte. Tout le reste dans la pièce semblait intact, rendant la violence de la scène encore plus troublante. Daniel était introuvable. Des détectives ont été immédiatement appelés sur les lieux, ainsi que des équipes médico-légales, pour recueillir des preuves. Des photos ont été prises. Des empreintes digitales ont été relevées et toute la cabane a été méthodiquement fouillée à la recherche d'indices. 12h30 l'affaire a officiellement basculé. D'une vérification de bien-être à une enquête pour homicide. L'hypothèse initiale était claire. Daniel, le mari d'Émilie depuis seulement une semaine, avait disparu et son absence le désignait comme principal suspect. Les enquêteurs ont appris de M. Jenkins que Daniel et Émilie séjournaient là depuis le 7 août et, selon le personnel de location, ils semblaient heureux et normaux les premiers jours. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque les détectives ont interrogé une serveuse d'un restaurant local où le couple avait dîné le 9 août. Elle a rapporté que Daniel semblait contrarié pendant le dîner et avait posé d'étranges questions personnelles à Émilie sur un ton qui la mettait visiblement mal à l'aise. La police a également récupéré les relevés téléphoniques de Daniel. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé leurs soupçons. Plusieurs longs appels téléphoniques avaient été passés du téléphone de Daniel les 9 et 10 août vers un numéro inconnu enregistré au nom d'une personne d'Asheville, la ville où Émilie résidait auparavant. Les détectives ont rapidement retracé le numéro jusqu'à un homme nommé Gregory. Un ancien connaissance d'Émilie, d'avant sa transition, a déclaré Gregory. Interrogé plus tard, Gregory a admis que Daniel l'avait appelé à l'improviste pour lui poser des questions personnelles sur le passé d'Émilie. Gregory, ignorant tout de la situation, a révélé qu'Émilie était transgenre et inconscient du danger potentiel que cette information pouvait engendrer. Les enquêteurs pensaient avoir identifié le mobile. Daniel avait découvert le passé d'Émilie quelques jours seulement après leur mariage. Mais maintenant, la priorité était de retrouver Daniel. Sa voiture était toujours garée devant le chalet et son portefeuille et son téléphone étaient restés sur place. Il semblait qu'il soit parti à pied ou que quelqu'un l'ait aidé à disparaître.
Ce qui avait commencé comme une lune de miel de rêve s'était transformé en un crime brutal et la seule personne capable d'expliquer ce qui s'était passé était portée disparue. Le 12 août 2019, les recherches de Daniel Carter se sont étendues au-delà de Blowing Rock. Des unités de police, des chiens et même des hélicoptères ont été déployés dans les zones montagneuses environnantes. Cependant, après près de 24 heures, il n'y avait toujours aucune trace de lui. Les enquêteurs ont alors commencé à se demander si Daniel avait réussi à quitter les lieux complètement ou si quelque chose d'autre lui était arrivé. Vers 15h45. Une percée est survenue, mais pas celle attendue. Une randonneuse, Suzanne Miller, a signalé avoir vu un homme correspondant à la description de Daniel. La nuit du 10 août. Près d'une section isolée du sentier Tanwa. À environ 5 km du chalet du couple. Mais, ce qui a le plus interpellé, c'est que Daniel n'était pas seul. Selon Suzanne, il discutait avec un autre homme près d'une camionnette noire garée. Le second homme était grand, vêtu d'un sweat à capuche gris et d'un jean. J'ai trouvé cela étrange pour cette heure de la nuit. Surtout dans le noir. Suzanne a déclaré aux autorités qu'il semblait se disputer. C'était le premier indice laissant penser que Daniel avait peut-être été aidé à quitter les lieux ou que, peut-être, quelqu'un était impliqué dans la mort d'Emily. Poursuivant leurs investigations, les détectives ont vérifié les caméras de sécurité d'une station-service voisine, le long de la route menant hors de Blowing Rock. Les images du petit matin du 11 août montraient la même camionnette noire, roulant vers l'ouest, mais le conducteur était seul et ce n'était pas Daniel. La plaque d'immatriculation a orienté la police vers un homme. Matthew Green, un mécanicien local, a été identifié comme ayant un passé criminel pour agression et possession illégale d'armes à feu. Lorsque la police a interpellé Matthew pour l'interroger, l'enquête a pris une tournure choquante. Matthew a d'abord nié connaître Daniel, mais après seulement quelques minutes de pression, son histoire s'est effondrée. Matthew a admis que Daniel l'avait contacté 2 jours plus tôt par l'intermédiaire d'un ami commun. Daniel prétendait chercher une issue et semblait désespéré, selon Matthew. Daniel lui a offert de l'argent en échange de son aide pour disparaître après avoir réglé des affaires personnelles. Mais la déclaration suivante de Matthew a tout changé. Je n'aurais jamais pensé qu'il la tuerait vraiment. Matthew a avoué qu'il lui avait simplement dit avoir découvert quelque chose de grave concernant sa femme et qu'il avait besoin de disparaître ensuite. Je pensais que c'était juste un divorce ou quelque chose comme ça, pas ça. Matthew a ensuite révélé qu'après la mort d'Emily, Daniel l'avait rencontré au point de départ du sentier, lui avait donné 1 000 $ en espèces et lui avait demandé de le conduire à une gare routière isolée à Johnson City, dans le Tennessee, à environ 145 km des enquêteurs. L'itinéraire de Matthew a été confirmé. Des images de vidéosurveillance ont été retrouvées montrant Daniel montant dans un bus à 5h15 le 11 août. Le bus se dirigeait vers Atlanta, en Géorgie. Cette découverte a fait basculer l'affaire. Ce qui avait commencé comme un homicide local était devenu une affaire internationale. La traque de Daniel n'était pas seulement porté disparu, il était en fuite. Mais la question demeurait, Daniel avait-il vraiment planifié le meurtre à l'avance avec de l'aide, ou était-ce le résultat d'un acte de rage spontané après avoir appris le secret d'Emily? Dans tous les cas, la police savait désormais que le temps pressait. Si Daniel parvenait à quitter la Géorgie, le retrouver deviendrait beaucoup plus difficile. La traque était lancée et Daniel Carter devenait rapidement l'un des hommes les plus recherchés de la région. Le 13 août 2009, la traque de Daniel Carter battait son plein. La nouvelle de la mort d'Emily et de l'évasion de Daniel se répandit dans toute la région, sa photo étant diffusée sur les chaînes de télévision locales et partagée en ligne. Les autorités de Géorgie, du Tennessee et des Carolines étaient en alerte. Le FBI avait officiellement rejoint l'enquête, qualifiant Daniel d'armé et dangereux. Les détectives pensaient que Daniel avait près de 48 heures d'avance. Le traquer devenait de plus en plus difficile. À chaque instant, le bus qui Johnson City était arrivé à Atlanta l'après-midi du 11 août, mais Daniel avait déjà quitté la station avant l'arrivée de la police. Aucune observation claire n'avait été confirmée depuis. Entre-temps, de nouveaux détails sur l'affaire ont été révélés. Les enquêteurs ont découvert des messages sur le téléphone de Daniel montrant que,
quelques jours avant le meurtre, il avait été en contact avec Gregory Haigh, l'homme d'Asheville qui a accidentellement révélé le passé d'Emily. Selon Gregory, le ton de Daniel lors des appels était calme au début, mais lors de leur dernière conversation, Daniel s'est mis en colère. Il a dit « Merci de m'avoir dit la vérité, j'avais besoin de savoir ». Gregory a déclaré au détective, mais il y avait quelque chose dans sa voix, comme s'il avait déjà pris sa décision. La police a également découvert une note manuscrite laissée dans le sac de sport de Daniel au chalet. La lettre, griffonnée sur du papier à en-tête de l'hôtel, disait « Le mariage est fondé sur la confiance. Si tu ne peux pas être honnête avec moi, alors que faisons-nous? Tu as menti, maintenant je dois réparer ça. » Cette note a confirmé. Les détectives pensaient que les actes de Daniel étaient probablement prémédités. Les preuves pointaient vers un homme qui se sentait trahi et qui avait prévu de punir Emily pour lui avoir caché son passé. Alors que les enquêteurs travaillaient jour et nuit pour le retrouver, l'opinion publique s'est enflammée. Les réseaux sociaux étaient inondés de débats et d'indignation. Certains exprimaient leur sympathie pour Emily, qualifiant ça mort d'acte de haine brutale. D'autres se demandaient si Daniel avait été poussé à bout. Mais pour les détectives chargés de l'affaire, il n'y avait aucun d'ombre d'un doute. Daniel Carter avait commis un meurtre et fuyait la justice. La pression s'est accrue sur les forces de l'ordre pour effectuer une arrestation avant que Daniel ne disparaisse définitivement. Le 14 août, un tuyau est parvenu d'une réceptionniste de motel en Géorgie. Elle a signalé qu'un homme correspondant à la description de Daniel s'était enregistré tard la veille au soir, payant en espèces et utilisant un faux nom. Le motel était situé juste à côté de l'autoroute, un endroit idéal pour quelqu'un qui ne prévoyait pas de rester longtemps. Au moment où les policiers sont arrivés, le motel, la chambre était vide. À l'intérieur, ils ont trouvé des signes du passage de Daniel, des emballages de fast-food, un sac de sport vide et un reçu pour un téléphone portable prépayé, acheté plus tôt dans la journée. La traque s'intensifia. Daniel avait maintenant un téléphone jetable, de l'argent liquide et une piste d'un jour de plus. Les détectives craignaient le pire. Si Daniel atteignait la Floride ou se déplaçait plus au sud, il pourrait disparaître dans les grandes villes, se fondre dans la foule ou passer la frontière. De retour au bureau du shérif du comté de Watauga, l'enquêteur principal, le détective Mark Phillips, réunit son équipe. Il ne s'agit plus seulement de retrouver un fugitif, dit Phillips. Il s'agit d'arrêter un homme qui n'a plus rien à perdre. À chaque heure, Daniel semblait devenir plus malin, changer de véhicule, utiliser de l'argent liquide, éviter les caméras. Mais les forces de l'ordre savaient une chose. Certaines personnes en fuite font toujours des erreurs. Et Daniel allait bientôt arriver. Le matin du 16 août 2019, près d'une semaine après celle d'Emily Carter. Meurtre. Les autorités ont enfin eu un coup de chance à 7h20. Un employé d'une station-service à Valdosta, en Géorgie, près de la frontière avec la Floride, a signalé un homme nerveux alors qu'il achetait des provisions. L'homme a payé en espèces. Il gardait sa capuche baissée sur le visage, malgré la chaleur, et est parti rapidement dans une berline sombre sans plaque d'immatriculation. L'employé a reconnu l'homme grâce aux informations et a immédiatement appelé le 911. À 8 heures, les forces de l'ordre de plusieurs agences, dont la police locale, la police d'État et des unités du FBI, ont commencé à installer des barrages routiers le long des principales autoroutes menant à la Floride. Des hélicoptères ont été déployés et des agents se sont répartis dans les motels et aires de repos des environs. À 9h45, juste à l'extérieur de Lake Park, en Géorgie, un agent de patrouille a repéré la berline sombre, garée au bord d'une aire de repos. Le moteur tournait encore, mais le véhicule semblait vide. S'approchant avec prudence, les agents ont trouvé Daniel Carter assis, seul sur un banc à proximité, regardant de l'autre côté de l'autoroute. On lui a ordonné de se lever et de mettre ses mains bien en évidence. Daniel n'a pas résisté.
Il s'est levé lentement, a posé ses mains sur sa tête et s'est rendu sans dire un mot. Dans son sac à dos, la police a trouvé près de 4000 $. Il avait de l'argent liquide, un téléphone portable prépayé et une carte avec plusieurs endroits en Floride et au Mexique marqués à l'encre rouge. Il était clair que Daniel avait prévu de quitter le pays. Mais son plan s'est arrêté là, sur ce tronçon d'autoroute tranquille. Plus tard dans l'après-midi, Daniel a été officiellement inculpé de meurtre au premier degré et de fuite devant les forces de l'ordre. Il a été ramené en Caroline du Nord pour y être jugé. Le procès de Daniel a commencé le 3 mars 2020. Au palais de justice du comté de Watauga. L'accusation a présenté des preuves accablantes. ADN sur les lieux du crime. Le témoignage de Matthew Green concernant son aide à Daniel pour s'échapper. Les images de vidéosurveillance de la gare routière et la note manuscrite trouvée dans la cabane. Tout au long du procès, Daniel a fait preuve de peu d'émotion lorsqu'on lui a demandé directement pourquoi il avait tué Emily. Il a simplement répondu « Elle aurait dû me dire la vérité ». Mais la salle d'audience est restée concentrée sur les faits. Emily Carter avait été brutalement assassinée par l'homme qui avait juré de l'aimer et de la protéger quelques jours seulement après leur mariage. Après 2 semaines de témoignages, le jury a déclaré Daniel Carter coupable de tous les chefs d'accusation. Accusations pour lesquelles il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après quoi, les amis et la famille d'Emily se souviennent d'elle comme d'une femme aimable, joyeuse et courageuse, qui avait travaillé dur pour se construire une nouvelle vie. Sa mort tragique est devenue un élément d'un débat plus large à travers le pays sur la violence contre les personnes transgenres et les dangers des secrets, de la peur et de l'intolérance. D'ici 2021, un petit mémorial a été placé près du chalet où elle a passé ses derniers jours. Une plaque porte l'inscription « À la mémoire d'Emily Carter. Une vie fauchée trop tôt. Que la vérité, l'amour et l'acceptation nous guident. » Bien que justice ait été rendue, l'affaire a laissé des cicatrices indélébiles sur la paisible ville de Blowing Rock. Et sur tous ceux qui ont suivi l'histoire. Ce qui avait commencé comme une lune de miel romantique dans les montagnes s'est terminé comme l'un des crimes les plus déchirants que la région ait jamais connus. Daniel Carter ne reverrait jamais la liberté et le nom d'Emily ne serait jamais oublié.